À votre avis, peut-on faire cuire un œuf sur un court de tennis? En 2014, Jo-Wilfried Tsonga publiait ce tweet, et surtout avec cette image. On y voit un homme assis dans les gradins qui se fait cuire un œuf, au calme. Mais attendez, c'est pas fini, parce que la même année, Djokovic a lui-même essayé de se faire cuire un œuf par terre. Alors, perso, je le mange pas, mais c'est bizarre quand même. Derrière cette photo, en fait, se cache une réalité un peu moins drôle. Il fait chaud, il fait très chaud, il fait beaucoup trop chaud pour ces tournois. Depuis quelques années, on recense même de plus en plus de malaise à l'Open d'Australie à cause des températures. Et ça, ça menace directement ce sport et ces grands tournois qu'on est nombreux et nombreuses à adorer. Malheureusement, ces températures, elles arrivent en France aussi. Le 5 juin 2015, il a fait 33 degrés. On peut se dire que c'est pas tant comparé à l'Australie et ses 40 degrés, mais il y a deux choses. La première, c'est l'écart saisonnier qui était de plus de 11 degrés. À cette époque-là, c'est énorme. Et la deuxième, c'est que aller jouer sous 33 degrés au soleil, perso, je le fais pas. Dans cette vidéo, on va analyser ce qui va se passer avec cette température qui augmente, les conséquences sur les joueurs et leur jeu, mais aussi sur toutes les organisations, toute l'infrastructure des tournois, et quels sont les risques de voir Roland-Garros tout simplement disparaître. Ok, alors imaginez-vous sur un court de tennis, sous un soleil de plomb, avec une température ambiante dépassant les 40 degrés Celsius, le sol il est si chaud que vos semelles collent et sont à deux doigts de fondre. Bienvenue à l'Open d'Australie de 2014. Pendant 4 jours consécutifs, Melbourne s'est transformée en fournaise, avec des températures dépassant systématiquement la barre des 40 degrés, atteignant jusqu'à 41,7 degrés le jeudi 16 janvier, et oui janvier parce que nous sommes dans l'hémisphère sud, et donc c'est l'été. Alors contrairement aux déclarations des organisateurs, ce n'était pas une chaleur sèche, supportable, mais un brasier humide et suffocant. Les conséquences humaines, elles ont été ce jour-là dramatiques. Le Canadien Frank Dančević a vécu une expérience surréaliste en plein match. Il a dit, je cite, « J'étais étourdi dès le milieu du premier set, et puis j'ai vu Snoopy, et je me suis dit, waouh, Snoopy, c'est bizarre. » Avant de s'effondrer, inconscient, mais c'est pas le seul exemple. Le joueur croate Ivan Dodic a dû abandonner son match, littéralement terrassé par des crampes ultra sévères. Mais je continue. La joueuse chinoise Peng Shuai n'a pas été épargnée. Elle a été victime de vomissements en plein match. Caroline Wozniacki, c'est l'ancienne numéro 1 mondiale. Elle a rapporté que le fond de sa bouteille d'eau commençait à fondre sur le court. Alors, si l'Open d'Australie est réputé pour ses conditions assez extrêmes, l'US Open n'est pas en reste. Lors de l'édition 2024, les joueurs ont dû affronter des températures proches des 35 degrés, mais combinées, et ça c'est très important, à un taux d'humidité dépassant les 70%. Et cette combinaison, elle est très risquée pour le corps. Arthur Rinderknecht, qui est un joueur français, a livré un témoignage édifiant après sa défaite contre Andrei Rublev. J'ai bu, je pense, 15 bouteilles de 1 litre. Et j'attends le jour où il va y avoir un accident. Plus alarmant encore, il confie avoir eu des frissons de froid à 40 degrés, un signe de dérèglement de son organisme. Alors si l'Australie et les États-Unis sont habitués, pourrait-on dire, à cette température extrême, la France, et particulièrement Paris, commence à connaître des épisodes de chaleur qui sont très préoccupants. Le match entre Tsonga et Djokovic en 2015, joué sous 33 degrés, était un premier avertissement. Ce qui inquiète particulièrement les scientifiques du GIEC, c'est l'écart saisonnier de plus de 11 degrés par rapport aux moyennes habituelles parisiennes. C'est beaucoup, 11 degrés d'écart. Parce que traditionnellement, Roland-Garros c'est plutôt associé aux averses, aux matchs interrompus par la pluie. Mais la tendance, elle s'inverse progressivement et les prévisions climatiques laissent présager que des tournois comme Roland-Garros seront toujours plus chauds. Mais normalement, le corps humain, il est censé réguler sa température. Alors pourquoi autant de joueuses et de joueurs souffrent autant? Alors, il faut savoir que notre corps possède un système de climatisation intégré, aussi ingénieux que fragile. Au cœur de notre cerveau, l'hypothalamus surveille en permanence notre température. Et dès que le mercure interne dépasse 37 degrés, il active entre 2 à 4 millions de glandes sudoripares. Sudo, sudation, donc transpiration. Et le résultat, c'est que notre sueur perle sur la peau et son évaporation nous rafraîchit comme un brumisateur naturel. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que les chiens, par exemple, n'ont pas ce système de sudation par la peau. Et donc ils se refroidissent au contact de températures plus basses et par la bouche. Mais ce mécanisme a ses failles. Par forte humidité, comme lors de l'US Open 2024, l'air est déjà en fait saturé d'eau. Donc la sueur, elle s'évapore plus. Elle ruisselle alors inutilement. Et le corps devient alors une cocotte minute. Chaque degré gagné accélère en fait le métabolisme, aggravant la surchauffe. Et dans certaines conditions extrêmes, le corps atteint même un point de rupture.
À 39 degrés en interne, nos protéines cérébrales, elles commencent à se déformer, altérant notre jugement et notre coordination. À 40 degrés, les cellules musculaires se désintègrent, libérant des toxines dans le sang. À 41 degrés, c'est un risque de défaillance multi-organes et même de coma. Mais donc, en plus de la chaleur, ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est l'humidité. Et donc l'indice WBGT, qui est plus connu sous le nom un peu de thermomètre des athlètes, il combine température et humidité, ce qui est un indicateur plus pertinent que la température seule. Et en effet, donc on a vu, plus l'air est sec, plus la transpiration est efficace, et donc idéalement, il faut rester en dessous d'un WBGT de 25. Et au-dessus de 28, les conditions de jeu commencent à se dégrader fortement. Eh bien, à Roland-Garros en 2015, avec 33 degrés et 60% d'humidité, cet index, il atteignait 29. Un seuil où le temps d'exposition maximale avant un réel danger est de 45 minutes. Pourtant, les matchs ont duré jusqu'à 4 heures, avec des conséquences bien visibles, et on les a racontées plus tôt. Donc cette réalité, elle pose une question éthique. Jusqu'où pousser le spectacle sportif avant de mettre réellement en danger des vies, littéralement? Donc l'industrie du tennis devra faire des choix. Car pour l'instant, les solutions, elles sont pas suffisantes, et on va en parler maintenant. Après le cauchemar de 2014, où il y a quand même eu 9, et je dis bien 9 joueurs évanouis en 3 jours, Melbourne a inventé le Heat Stress Scale, qui classe la chaleur en 5 niveaux, avec notamment les mesures à mettre en place en fonction des différents niveaux. Alors, niveau 1, tout va bien. Niveau 2, augmenter l'hydratation. Niveau 3, distribuer des poches de glace. Niveau 4, faire des pauses régulières. Et surtout, niveau 5, arrêt total des matchs extérieurs. Mais en 2023, à l'Open d'Australie, ce système a montré ses failles. Quand le mercure a atteint 38 degrés et l'indice WBGT 32,5, rappelant qu'il doit être en dessous de 25 pour être dans les normales, le niveau 5 a été activé, avec arrêt des matchs, sauf pour les 3 cours principaux climatisés. Donc il y a des joueurs des cours annexes qui ont dû patienter 3 heures sous détente, tandis que les stars profitaient des 3 cours principaux climatisés. En 2024, seuls 15% des matchs ont bénéficié de cette climatisation, laissant 85% des joueurs au soleil. Donc c'est un système qui est peu équitable, en plus d'être extrêmement coûteux, ça coûte quand même 100 millions de dollars par toit, et la clim, on va pas s'étaler ici, mais ça consomme aussi beaucoup d'énergie, et ça c'est un problème. Alors, pourquoi ces mesures ne suffiront pas? S'il n'y avait qu'un seul graphique à retenir, c'est celui-là. Depuis 1950, la température moyenne à Paris a grimpé de 2,3 degrés, avec une accélération brutale depuis les années 2000. Encore plus frappant, pendant la période traditionnelle de Roland-Garros, on avait seulement 2 à 3 jours au-dessus de 30 degrés entre 1980 et 2000. En 2024, c'était 12 jours au-dessus de 30 degrés. Et les projections pour 2050, elles sont difficilement compatibles avec le tennis. Et en fait, même n'importe quel sport en été. Parce que d'ici 2100, on pourrait avoir 34 jours caniculaires annuels avec des pics à 50 degrés. On va tous voir Snoopy et bien d'autres choses. Et les solutions actuelles, en fait, elles ressemblent à des pansements sur une jambe de bois. Même avec 100% des cours couverts et climatisés, l'air extérieur restera irrespirable. Donc venir en tant que spectateur, même dans le métro ou dans le bus ou à vélo avec 50 degrés, ça fait pas envie. Face à cette équation impossible, protéger les joueurs tout en maintenant le spectacle, le tennis devra soit révolutionner son calendrier et imaginer un Roland-Garros en janvier ou en avril pour qu'il y ait de la pluie, comme pour la tradition, soit devenir un sport d'arène climatisé. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment? Et puis surtout, tous les tournois n'auront pas les moyens, parce qu'on l'a vu, ça coûte très cher. Et puis il y a quelque chose à bien comprendre, c'est que 86% des émissions de CO2 générées par Roland-Garros, elles proviennent pas des cours, elles proviennent des déplacements aériens des spectateurs. C'est un fait, l'avion est un moyen de transport très émetteur. En fait, plus les gens vont venir assister en avion à ces tournois, plus il va faire chaud et plus ça va être un enfer pour eux de venir assister à ces tournois. En 2024, un spectateur venu de New York pour le tournoi de Roland-Garros, il émet 2 tonnes de CO2 environ. Et 2 tonnes, c'est ce qu'on doit, nous, à l'échelle individuelle sur un an, ne pas dépasser comme émission de CO2. Donc ça veut dire qu'en un seul trajet, c'est déjà atteint. Et ça, c'est pas soutenable et ça va continuer à nourrir toutes les problématiques qu'on a soulevées. Novak Djokovic, lui, avec ses 90 matchs par an, il génère une empreinte carbone comparable à la moyenne de 240 Français. Et on pourrait aussi parler de la production télévisuelle, de la nourriture, mais on y passerait des heures. Donc juste retenez que le déplacement, c'est l'impact le plus fort, et c'est pas cantonné au tennis, c'est ça pour tous les événements. On souligne que Roland-Garros fait des efforts et propose des solutions comme des minibus électriques, ou des sites de covoiturage dédiés. Donc ce sont de bonnes idées, surtout qu'on a vu que le transport c'est très important. Mais bon, un minibus électrique peut pas remplacer l'usage d'un avion sur les distances en tout cas. Donc si vous avez des solutions, proposez-les en commentaire. Et puis nous, on a lu un article très intéressant
intéressant de Carbon 4 qui justement propose quelques solutions en prenant en compte les ordres de grandeur. Il propose de faire des tirages au sort, comme pour certains concerts ou pour les JO. Il propose de se rassembler dans des bars ou des places en ville pour éviter que chaque individu allume son poste de télé personnel. Il propose aussi de changer les dates pour de la mi-saison pour éviter justement l'impact de la climatisation ou du chauffage. Et il propose aussi de mettre tout simplement des quotas sur les vols et le nombre de vols qu'on pourrait prendre. Et nous, une des solutions qu'on pourrait proposer, c'est évidemment de passer chez Gringot pour financer des secteurs qui permettent de limiter le changement climatique. Parce que c'est notre sujet d'expertise, puisque nous avons créé la première institution financière qui vous permet d'investir dans les entreprises du futur, de la transition, tout en faisant grandir votre patrimoine et en protégeant la planète. Enfin bon, je vous laisse toutes les informations sur le QR code qui apparaît à l'écran et je vous mets évidemment le lien en description. Alors toutes ces solutions, elles vont forcément heurter les intérêts économiques d'un secteur qui génère quand même 320 millions d'euros de revenus annuels juste pour Roland-Garros. Le secteur en lui-même, c'est plusieurs dizaines de milliards. Donc le tennis professionnel, comme beaucoup d'autres secteurs, il se retrouve coincé entre d'un côté son ancien modèle et de l'autre sa survie à long terme et même la survie de l'humanité tout entière.